Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, comme il est de coutume, reviendra sur quelques faits de l'actualité, tels qu'observés par la rédaction de STV, à l'aune du commentaire et de l'analyse de notre invité. L'invité justement est docteur en économie de l'Université Corneille, ingénieur diplômé de l'École centrale Paris et économiste au Fonds monétaire international pendant plus de 20 ans. Le docteur Jacques Bouga Hagbe, vous l'avez deviné, est une figure intellectuelle et technique marquante du panafricanisme contemporain. Engagé pour une transformation profonde de l'Afrique, il milite pour un leadership visionnaire, des réformes systémiques et une souveraineté économique renouvelée. Il est venu partager avec nous sa vision pour le Cameroun, pour le continent africain, en tant que, retenez-le bien, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Docteur Bouga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député Tango. Je suis très heureux de vous recevoir pour cette première. Non, merci à vous de m'offrir cette opportunité et merci aux téléspectateurs qui me font l'honneur d'écouter l'émission. Vous avez déclaré votre candidature à l'élection présidentielle de 2025. Oui, absolument, c'était le 10 mai dernier. Au cours d'une conférence de presse. Au cours d'une conférence de presse. Alors, docteur, avant peut-être de parler des détails de cela, parce qu'évidemment, cette occasion va nous permettre de découvrir ce que vous proposez aux électeurs camerounais. Vous avez un parcours exceptionnel, mélangeant ingénierie, économie et expérience internationale. Qu'est-ce qui vous a motivé à orienter votre carrière vers l'économie du développement, en particulier pour l'Afrique? Oui, c'est une très bonne question, monsieur Dipita. Lorsque j'étais en études d'ingénierie, j'ai réalisé que je pourrais être coincé en Occident, que je ne pourrais pas retourner en Afrique parce que mes compétences pourraient être beaucoup trop pointues pour le développement, pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. Alors je me suis dit que si je veux vraiment aider notre continent, et mon pays en particulier, le Cameroun, je devrais faire de l'économie qui a l'avantage de vous donner une vue d'ensemble de toutes les questions de développement. Et particulièrement, environ l'économie, je ciblais les institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Et c'est pour cela donc que j'ai rejoint le Fonds monétaire international et je pense que je ne le regrette pas, j'ai beaucoup appris. Et je compte mettre cette expérience au service de notre pays et de notre continent. Alors, fort de votre expérience au Fonds monétaire, je crois que c'est 22 ans exactement. Oui. Si mes souvenirs sont bons. Un peu plus de 22 ans, oui. Quelle réforme économique exacte le Cameroun doit-il engager en priorité pour accélérer son développement et qui sait peut-être réduire les inégalités? Oui, je pense que les réformes de notre pays devront être guidées par la croissance économique qui, elle, peut être vu comme un phénomène qui repose sur 6 piliers. D'accord. Le premier, c'est le capital humain, c'est-à-dire nous devons nous assurer que nos ressources humaines que nous avons sont bien formées et sont en bonne santé, capables de produire et surtout d'innover. Okay. Le deuxième pilier, c'est le capital social. Il faut qu'on se sente membre d'une même nation. Et c'est important parce que quand on regarde le comportement de certains de nos dirigeants, on a l'impression qu'ils ne se sentent pas camerounais, de par leur comportement et de par la négligence que l'on voit dans la maintenance des infrastructures publiques. Et ça, je pense qu'il faut qu'on bâtisse une nation déjà en apprenant aux Camerounais à être fiers de ce qu'ils sont, fiers de leur diversité et fiers surtout de leur pays. Notre pays, c'est notre image et nous devons en être fiers. Le troisième pilier, c'est bien sûr le capital physique auquel nous sommes habitués. Il concerne les infrastructures, mais également les marchés financiers, dont on en discutera peut-être plus en détail tout à l'heure. Je propose qu'on mette sur pied une plateforme permettant à tous de pouvoir se financer à travers ce que j'appelle le modèle de 100 francs, l'actionnariat populaire. On en reparlera. Et le quatrième pilier, c'est l'environnement macroéconomique. Là, les réformes doivent viser à encourager les dirigeants à mettre sur pied des politiques économiques lisibles. On doit savoir où on va. Et donc, je pense que la réforme sur ce pilier-là doit obliger l'État à clarifier sa stratégie de développement avec des objectifs précis. On en reparlera tout à l'heure lorsque je parlerai du plan de travail présidentiel. D'accord. Le cinquième pilier, bien sûr, c'est l'environnement politique. Les réformes doivent viser à créer une certaine sérénité en politique. Nous n'avons pas cette sérénité en politique. Je ne parle pas de stabilité politique. On peut être stable dans un mauvais équilibre. Mais il faut qu'il y ait de la sérénité où que l'on soit. Et le sixième pilier, bien sûr, c'est la taille du marché. Et l'avantage de notre pays,
c'est qu'il a une position géographique exceptionnelle. Et nous devons l'exploiter et soutenir activement le lancement effectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que j'imagine qu'on aura d'autres... Bien sûr, vous développez l'idée selon laquelle un leadership visionnaire est clé pour transformer notre continent. Quels sont les traits autour de cette problématique? Oui, je pense que le leader panafricain ou africain en général devra d'abord être fier de lui-même. Fier de soi-même, c'est quoi? C'est se soigner chez lui quand il est malade. D'accord. Et c'est un très mauvais signe de voir des leaders qui vont à l'étranger de manière systématique lorsqu'ils sont malades. Et c'est une honte. Et il faut que les gens le comprennent. C'est un symbole qui parle très fort et sur lequel je pense que les leaders panafricains, les leaders africains doivent travailler. L'autre aspect, c'est bien sûr envoyer ses propres enfants dans les écoles publiques de son pays. Parce que c'est ça le système aussi. Ce sera la preuve que le pays, justement, est en de bonnes mains si le leader lui-même envoie ses propres enfants dans les écoles dont il a la responsabilité. Bien sûr, le deuxième trait doit être une certaine vision. Il faut que le leader sache où il va avec son pays dans un contexte continental et même, je dirais, mondial. Et ça, on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on parlera du plan de travail présidentiel. Et je pense aussi que le leader doit avoir un troisième trait important, le sens des résultats. On ne peut pas se contenter de discours. On ne peut pas se contenter de promesses. Il faut qu'à intervalles réguliers, le dirigeant puisse dire « voici les résultats qu'on a obtenus ». S'ils ne sont pas obtenus, prendre les mesures nécessaires pour soit sanctionner les responsables, soit corriger le tir. Alors, il y a un débat sur la réforme des institutions monétaires internationales, notamment le FMI. Vous, quelle analyse, quel jugement vous en faites? Est-il nécessaire de réformer le FMI? Quelle peut en être l'incidence sur nos économies? Je pense que ces institutions internationales ont été mises sur pied à une certaine époque. D'accord. Les années 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans leur version actuelle. Et je pense que malheureusement, le modèle qui a été utilisé, le modèle de gouvernance de ces institutions, ne reflète plus la réalité économique du monde actuel. Donc la réforme de ces institutions est plus que nécessaire si elles veulent garder une certaine légitimité mondiale. Mais je pense dans le cas particulier de l'Afrique que c'est un continent spécial. Si vous me permettez, j'ai souvent une carte que je présente. Le continent africain est tellement massif qu'il représente plus ou moins 4 fois les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas ce qu'on voit. En termes de superficie? En termes de superficie, en termes de superficie, en termes de population, en termes de potentiel. 4 fois? Oui, au moins. 4 fois, en termes de superficie. Donc si si vous le voulez bien, j'ai une carte, si vos lecteurs me permettent de la montrer, ou vos téléspectateurs, c'est à vous de me dire. Bon, allons-y, on va l'analyser. Okay. Si vous l'avez, allez, prenez-la, sur les réalités. Okay, voilà. Sur les réalités du direct. Voilà, il faut que les téléspectateurs se rendent bien compte que l'Afrique, regardez bien ce continent, ça c'est la vraie taille de l'Afrique. Bon, vous allez me donner, je vais mettre sur... Voilà. Pendant que vous parlez, je crois que... C'est la vraie taille de l'Afrique. Il sera certainement l'ingéniosité de la mettre à l'antenne. Il faut que les Africains comprennent. Regardez toute l'Afrique. Dans le continent africain, on peut mettre les États-Unis d'Amérique, on peut mettre la Chine, presque toute l'Europe et l'Inde. Un seul continent. Vous voyez que l'Afrique en elle-même est déjà un monde. Et nous devons créer nos propres instruments financiers qui nous permettront d'être autonomes. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai proposé certaines réformes du statut de Yaoundé. Le Fonds monétaire africain, c'est le statut de Yaoundé qu'il a établi. Mais malheureusement, il n'a pas été conçu comme un vrai fonds monétaire, on en reparlera peut-être, mais comme une banque qui finance les déficits de balance de paiement. Je propose qu'on réforme cette institution de sorte... Elle existe déjà, pas encore? Elle existe sur papier, le statut de Yaoundé là. Voilà, absolument. Mais ce n'a pas été lancé parce que ça a été mal conçu. Okay. Donc j'ai fait des révisions. Pour ceux qui veulent aller les rechercher, c'est sur le site du Mouvement Cameroun, mouvementcameroun.net. Cameroun, c'est avec K, K-A-M-E-R-U-N,
point net. C'est le mouvement dont vous êtes leader. Voilà, c'est le mouvement dont je suis leader. Et là, si vous allez tout en bas, vous allez voir les propositions que je fais pour la réforme du statut de Yaoundé. Et c'est très simple. On peut le faire et devenir complètement indépendant du dollar, de l'euro, du yuan. De sorte à ce qu'on crée notre propre instrument financier que j'appelle dans le document le droit de tirage africain, qui nous permettra de changer entre nous en Afrique sans passer par les monnaies non africaines. Et c'est très très important. Et on en pourra en reparler. Et je pense qu'également, nous devons tout faire pour mettre sur pied la zone de libre-échange continentale africaine. Ce sera la plus vaste zone de libre-échange au monde. Et certaines projections disent que 40% de la population mondiale, d'ici 2100, sera en Afrique. Donc ce sera presque la moitié du monde. Donc nous devons avoir nos propres instruments qui nous rendent, bien sûr, indépendants du reste du monde. Je pense aussi que l'indépendance ne doit pas être que financière ou monétaire. Elle doit également être technologique. Je propose que nous réformions le traité créant l'université panafricaine, parce qu'il y en a une. Mais elle n'est pas assez dynamique à mes yeux et elle ne permettra pas à l'Afrique de prendre son indépendance dans les domaines de recherche stratégique. D'accord. Voilà. Je vais vous suggérer la première pause de l'émission pour prendre le premier reportage et on revient derrière pour poursuivre l'échange. Très attendu à la place des fêtes de Yaoundé ce 20 mai, le chef de l'État a répondu présent avec à ses côtés la première dame Chantal Biya. Objectif, présider la grande parade à l'occasion de la 53e édition de la fête de l'unité. Dans les tribunes, les personnalités au rang distingué sont présentes pour communier avec l'ensemble des Camerounais à travers les 10 régions pour ce moment historique. Il est environ 13 heures lorsque la parade est ouverte par le défilé militaire comme des traditions. Cette année, le Cameroun reçoit comme invité un détachement de l'armée nigériane pour la circonstance. Les forces armées camerounaises prennent le relais. La garde présidentielle, la gendarmerie nationale, l'armée des terres, l'armée de l'air, le bataillon d'intervention rapide, le corps national de sapeurs-pompiers, les anciens combattants, la police nationale, l'administration pénitentiaire, la douane étaient également au rendez-vous. Pour la suite, la cavalerie, l'infanterie. Globalement, un défilé précis et expéditif, environ 40 minutes. Le reste du temps est consacré à la parade des civils, établissements scolaires, universitaires, écoles de formation, entreprises publiques et privées, organisations de la société civile, partis politiques avec à la chute un impressionnant passage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'apothéose de la célébration de cette 53e édition est donc prévue quelques heures plus tard à la présidence de la République sur invitation. Retour sur le plateau avec notre invité, je le rappelle, Jacques Boga, il est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Avec lui ce dimanche, donc, on parcourt les grandes lignes de sa proposition à l'occasion de cette élection. Là, vous affirmez que le Cameroun peut se transformer en quelques années avec des réformes de fond. C'est ce que vous proposez dans votre offre. Quelles seraient selon vous les 3 premières des 100 jours, si jamais vous êtes élu au soir du 25? Oui. Premièrement, je mettrai sur pied cette nouvelle constitution dont les grandes lignes ont déjà été décidées. D'accord. On peut la retrouver dans le livre Cameroun, proposition pour un nouveau départ, qui est déjà en ligne. Et le seul élément qui est encore incertain, c'est la gestion de la crise anglophone. Donc je lancerai une conférence sur au moins 3 jours avec la communauté anglophone que je présiderai moi-même. Je n'enverrai pas de Premier ministre. En tant que président de la République. En tant que président, je la présiderai moi-même et nous allons discuter ensemble, en anglais, du diagnostic des problèmes, des solutions possibles, et nous allons décider ensemble celles qui pourront être mises dans la Constitution et celles qui seront dans les lois non constitutionnelles. Donc je créerai les conditions d'une sérénité politique. Je dis bien sérénité politique, pas stabilité, sérénité politique pour tout le monde. Et deuxièmement, en parallèle, je lancerai la numérisation totale de tout le secteur public. Là, ce sont les ingénieurs qui la feront et je pense qu'on peut la faire en quelques mois, très rapidement. Et troisièmement, je mettrai sur pied un comité d'architectes urbanistes pour replanifier tout le territoire national.
car mon objectif, c'est que notre pays exploite au maximum sa position géographique en mettant sur pied un plan d'urbanisation qui permettra de gérer 200 à 300 millions de personnes. Parce que les Camerounais sont dans un monde de 30 millions de personnes. Mais en réalité, le challenge que nous aurons, c'est gérer tous les citoyens de la ZLECA, parce que justement, le Cameroun est à la charnière de l'Afrique. Voyez, et tout le monde va passer par nous. Ils ne vont pas passer par le désert. Ils vont passer par le Cameroun. Et on doit gérer tout ce monde-là. Et donc, ces infrastructures sont hyper importantes. Et compte tenu de la taille de notre pays, je m'assurerai que toutes les régions du Cameroun sont développées d'une manière similaire, de sorte à équilibrer la répartition de la population sur toute l'étendue du territoire. Donc, chaque département aura au moins une zone industrielle et un pôle urbain. Au moins. Et ces pôles urbains et zones industrielles devront être reliés par des voies terrestres, routières, aériennes et ferrées. Et là, je pense que nous devons viser sur ce que j'appelle la lévitation magnétique. C'est une technologie... Lévitation ? Lévitation magnétique. D'accord. Elle coûte un peu plus cher à installer, mais elle est plus économique en termes de maintenance. Et elle permet de faire des distances très longues et très rapidement. C'est un peu comme un train qui survole les rails. Donc voilà pourquoi c'est rapide. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on investisse sur ce genre de technologie dès maintenant pour réduire les coûts à terme. Voilà. Alors, cela dit, pour revenir peut-être sur un ou deux éléments de votre réponse. D'abord, sur la crise anglophone, vous dites vous convoquez les anglophones. Vous les convoquez tous, y compris les leaders qui ont appelé à prendre des armes, y compris ceux qui ont du sang sur les mains. Première question sur ce sujet. Deuxièmement, où rencontrerez-vous tous ces gens? Au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, dans l'une des régions du nord-ouest ou du sud-ouest, pour commencer par celle-là? Déjà, c'est une conférence qui va inclure tout le monde, parce que j'estime que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Même ceux qui ont peut-être, de par leurs actes, se sont écartés de ce que je pourrais appeler le droit chemin. Parce qu'un Camerounais qui tue un autre Camerounais, pour moi, c'est difficilement justifiable. Mais, nous garderons un principe conducteur clair. L'unité nationale. Nous pouvons être unis dans la diversité. Je proposerai la création le concept d'un pays, deux systèmes. On pourra en reparler dans les détails si vous voulez bien. Mais l'unité nationale ne sera pas négociable. Moi-même, j'ai une double formation. J'ai une formation francophone et anglophone. Donc, quelque part, moi aussi, je me sens anglophone. Parce que mes diplômes les plus élevés, vous avez cité les universités tout à l'heure, sont des diplômes en anglais. Et je me sens tout à fait à l'aise dans la communauté anglophone, tout comme je me sens à l'aise dans la communauté francophone. Donc je pense que déjà sur ce point-là, les deux systèmes me vont très bien. Et je proposerai que le système éducatif camerounais, justement, fasse de tous les Camerounais des gens parfaitement bilingues, en obligeant les élèves, les étudiants, à non seulement passer les tests d'anglais pour les francophones, mais également une matière supplémentaire en anglais. Et les anglophones, la même chose, le test de français, mais également les tests une autre matière en français. Ça, en gros, c'est un peu l'idée générale vers laquelle nous tendrons lors de cette conférence. Mais physiquement, le président de la République, le siège des institutions étant à Yaoundé, je pense que la conférence physique se passera à Yaoundé, physiquement, mais tout le monde pourra participer par visioconférence, les gens pourront s'enregistrer, et pour organiser tout cela, la discussion sera organisée par thème, donc ceux qui veulent intervenir dans tel ou tel thème, on leur permettra d'intervenir, mais logistiquement, probablement on va résumer, parce que les mêmes points de vue pourront être exprimés par une seule personne ou un groupe de personnes représentatifs, ainsi de suite. Et que faites-vous des victimes? Vous voulez poursuivre? Oui, il faudra faire le diagnostic, dire ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Qui a fait quoi? Quelles sont les victimes? Et pour les victimes, nous devons trouver ensemble des solutions. Moi, je pense que le minimum, c'est que les victimes soient reconnues, les coupables acceptent leurs responsabilités
et demande pardon. Pour moi, je pense que c'est la condition sine qua non. N'oublions pas que de l'autre côté, les gens ont payé un prix très cher. Bien sûr. On a vu les images et pour moi, c'est inacceptable. Maintenant, pour ce qui est de la compensation matérielle directe, bon, ça, ce sera à discuter. Mais ce sont des choses qu'on mettra sur la table lors de la conférence et ce sera une conférence vraiment, je dirais, de famille. Parce qu'il faudra qu'on se voit comme les enfants d'une même famille, la famille Cameroun. D'accord. Alors, dans votre programme, vous liez les réformes internes à des dynamiques externes, comme la démocratisation, par exemple, de l'ONU ou l'intégration africaine. Comment vous influez sur cet environnement global-là? Je pense que le Cameroun n'est pas dans un monde isolé. Nous sommes influencés par tout ce qui se passe à l'extérieur. Okay. Les guerres, par exemple, les dernières, celles qu'on voit entre la Russie et l'Ukraine, ça a créé des problèmes, notamment sur les prix qui nous ont affectés également. Au-delà même des questions morales, des pertes en vies humaines. Ça a affecté la confiance des investisseurs. Nous avons également les crises au Moyen-Orient, nous avons les crises en Afrique. Ça nous affecte tous en réalité. Et on ne peut pas être dans un monde vraiment où on se croit isolé parce que de toute façon, ces crises vont nous affecter. Absolument. Le Cameroun pourra influer sur les réformes de ces institutions internationales à travers l'Afrique, pas directement. Parce que je vous ai montré tout à l'heure l'image de l'Afrique, le poids économique de l'Afrique, le potentiel de ce continent. Si nous, déjà, nous émettons des idées de réforme au sein même de la communauté africaine, des pays africains, et nous les défendons ensemble, je pense que ce message pourra porter. Et ces réformes des institutions internationales, pour moi, elle est devenue plus que cruciale. De nos jours, on assiste à des génocides télévisés, ce qui est vraiment incroyable. On tue des enfants à la télévision. Et nous sommes tous là, et il y a une organisation internationale censée protéger les gens qui ne fait pas son travail. Chez nous, là à côté, en 1994, il y a eu le génocide au Rwanda, presque télévisé. Darfour, la même chose. Maintenant, on a le Congo. Ce n'est pas normal qu'on continue dans ce monde-là. Il nous faut faire quelque chose. Et le Cameroun ne pourra pas rester les bras croisés. Moi, en tant que président de la République, je ne pourrai pas rester les bras croisés. Parce que la question même de l'appartenance du Cameroun à ces organisations sera un problème. Parce que, souvenez-vous, quand vous regardez la charte de l'ONU, je pense que c'est l'article 24, qui dit que le Conseil de sécurité prend des décisions au nom de tous les pays. Quand, par exemple, ce Conseil de sécurité a empêché l'ONU de sauver les enfants du Rwanda ou du Darfour, était-ce au nom du Cameroun? C'est ça la question qui se pose. Donc moi, président de la République, je n'accepterai pas cela. Donc je ne vais pas rester dans ce traité d'un point de vue légal parce que je suis co-responsable. Si vous restez, l'article 24 nous rend co-responsables de ces actes. Et deuxièmement, d'un point de vue financier, notre contribution, je pense qu'elle n'est pas très grande, mais elle est de moins d'1 demi-million de dollars, mais c'est toujours beaucoup d'argent. J'ai fait le calcul, avec cette petite contribution annuelle à l'ONU, on peut construire des écoles primaires au Cameroun, plusieurs écoles primaires ou maternelles. Donc je ne vais pas continuer à donner de l'argent à une telle organisation qui laisse des enfants mourir à la télé. Voilà, c'est aussi simple que cela. D'accord. Par ailleurs, vous avez une approche qui parle du développement en intégrant économie, éducation, santé, culture, histoire, défense. Ne craignez-vous pas une ambition globale, que cette ambition globale dilue même les actions concrètes? Non, pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de melting pot, un fourre-tout? Non, malheureusement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit les piliers de la croissance sont au moins 6, on peut les classer. En fait, toutes ces actions dont je parle influent sur ces piliers, la croissance, les 6 piliers dont je vous ai parlé. Et concrètement, comment je le ferai? Je mettrai des équipes différentes. Les équipes qui travaillent sur, par exemple, l'éducation seront différentes de celles qui travaillent sur la numérisation de l'économie, les marchés financiers ou l'intégration africaine, la taille du marché. Vous voyez? Donc l'environnement politique, je pense qu'il sera réglé dans la Constitution très rapidement. La nouvelle Constitution va introduire une sérénité totale dans le système politique parce qu'elle va le clarifier. Elle va mettre le processus électoral, tout le processus électoral aux mains de la Cour suprême, qui va prendre ses responsabilités de l'enregistrement des Camerounais sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Cette Cour suprême elle-même sera sous le contrôle du peuple. Parce que ces juges, une fois nommés par le président de la République et approuvés par le peuple, par référendum, ne pourront plus être limogés.
sauf s'ils sont condamnés par un jury populaire. Donc, parce que seuls les jurys populaires vont juger les juges au Cameroun, avec moi comme président de la République. Donc, le président ne pourra plus contrôler les juges de la Cour suprême, une fois qu'ils sont nommés et approuvés par le peuple. Bon, je voudrais comprendre. Oui. Ça veut dire que les magistrats, les membres de la Cour suprême, vous organisez un référendum pour qu'ils soient désignés. Approuvé. C'est-à-dire le président les nomme, parce que ce n'est pas une compétition. Ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des techniciens. Le président les nomme. Mais comme on ne veut pas que le président nomme n'importe qui, le peuple devra approuver la nomination de chacun d'entre eux. D'accord. Donc si le peuple rejette la nomination, le président devra trouver quelqu'un d'autre. Il y aura justement un minimum de 2 hommes et 2 femmes, parce qu'ils seront 5 dans le modèle que je propose. 5 juges à la Cour suprême, mais avec un minimum de 2 femmes et 2 hommes. Donc ce qui permettra aux femmes d'être toujours représentées au sein des plus hautes instances de la République. Et cette Cour suprême aura beaucoup de pouvoir parce que, en gros, c'est elle qui va apporter la sérénité dans l'environnement politique. Elle n'est plus sous le contrôle du président ou du gouvernement. Elle contrôle tout le processus électoral. Elle pourra démettre le président de la République s'il viole certains articles de la Constitution, notamment celui sur la limitation du nombre de mandats. Parce que pour moi, Paul Biya est le dernier président à faire plus de 14 ans au sommet de l'État. Donc au Cameroun, plus personne ne pourra plus rester plus de 14 ans au sommet de l'État. À la 14e année, la personne devra démissionner ou être destituée par la Cour suprême. Donc ça veut dire que vous maintiendrez le mandat de 7 ans. 7 ans renouvelable une seule fois. Et le président n'aura plus le contrôle du processus électoral, parce que ça c'est crucial. Et c'est ce que malheureusement je n'entends pas souvent dans le discours politique. Notre problème politique vient essentiellement du fait que le gouvernement est juge et parti lors des élections. Il contrôle tout le processus électoral. D'accord. Voilà. Donc, je mettrai sur pied les conditions de cette sérénité politique dans notre pays. Alors, donc, ce sont des équipes parallèles qui vont travailler. Et peut-être moi, président de la République, je me concentrerai sur la supervision de tout ce travail à travers le plan de travail présidentiel et peut-être les réformes clés, comme par exemple celle de la Constitution, les réformes politiques, je les superviserai moi-même. Votre modèle ne renvoie-t-il pas, parce que vous parlez de supervision, à une forme de délégation sous forme de hautes instructions? Non. C'est jamais. Non, pas du tout. C'est qu'humainement, une personne ne peut pas tout faire. Absolument. Vous avez des collaborateurs. Le président de la République, en réalité, c'est une équipe. Le président n'est qu'un symbole. Bien sûr. C'est une équipe qui travaille, mais il est le responsable. Il est le seul responsable de tout. Voilà pourquoi il sera le responsable de tous les objectifs qu'il se fixera lui-même dans le plan de travail présidentiel. En clair, vous allez introduire une nouvelle loi fondamentale, une nouvelle constitution. Absolument. Alors, quel rôle, éventuellement, si vous maintenez cette institution, donneriez-vous à la Cour, au Conseil constitutionnel? Toutes ces institutions seront supprimées. Il y a au moins 3 institutions dont je ne vois vraiment pas l'utilité. Et j'en parle dans le livre Cameroun, proposition pour un nouveau départ. Je développe un argumentaire beaucoup plus détaillé sur les raisons pour lesquelles ces institutions sont pour moi redondantes. Parce que leur travail peut être fait par la Cour suprême. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a la Haute Cour de justice, et il y a aussi le Conseil économique et social, où je n'ai pas compris exactement son rôle. Même quand vous lisez la Constitution, M. Dipita, c'est que vous ne voyez pas de rôle fondamental à cette institution. Parce qu'au moins, généralement, la Constitution décrit le rôle fondamental d'une institution constitutionnelle et laisse aux lois non constitutionnelles de décrire les détails. Absolument. Et si ce n'est pas le cas, quand vous lisez la Constitution camerounaise, vous ne voyez pas de rôle fondamental à la Cour constitutionnelle. Pardon, au Conseil constitutionnel. Maintenant, pour ce qui est du Conseil constitutionnel et de la Haute Cour de justice, écoutez, la Cour suprême peut faire tout ça. Pourquoi les créer? Et en fait, avant la mise sur pied de ces institutions, c'était la Cour suprême qui était chargée de faire ce travail. Donc je n'ai pas compris pourquoi on a divisé les rôles dans ce cas. Et ça alourdit les procédures, ça agrandit l'État pour rien. Et je pense que je les supprimerai et les personnes qui les occupent seront transférées à d'autres fonctions. Parce que de toute façon, il y aura beaucoup de travail. Dans le domaine judiciaire également, il y aura beaucoup de travail. Je vous suggère la deuxième pause qui nous permettra de prendre notre reportage et on revient derrière. Toutes les 360 communes du Cameroun sont confrontées à des défis à relever liés au développement afin de garantir de meilleures conditions de vie aux populations. Sauf qu'en plus, certaines font face à des challenges humanitaires qui interpellent. Ce sont les équations que la Fondation CVUC veut résoudre. Il y a des inondations
dans le Grand Nord, il y a les agressions, Boko Haram, les mouvements séparatistes dans le Nozo. Tout ceci permet d'avoir dans les territoires, entre les mains et la responsabilité des communes, des veuves, des orphelins et même des situations de précarité très avancées. Il faut apporter donc des réponses à cela. Les moyens des communes ne sont pas suffisants. L'État commence également à s'essouffler. Et nous pensons que nous-mêmes, nous devons rentrer dans un cycle de production de valeurs qui nous permettent de soutenir cette précarité. Aussi, il sera question d'offrir des opportunités d'études et d'emploi aux jeunes chercheurs, mais surtout des appuis aux jeunes entrepreneurs de ces localités. Les journées économiques prévues au mois de juin prochain serviront de vitrine. Le but de la CVUC Foundation, c'est de travailler au bénéfice de ces territoires, de se rapprocher des autorités communales, des mairies, de recueillir leurs besoins et de voir dans quelle mesure on peut être acteur du plaidoyer de ces territoires en situation de vulnérabilité et d'être le porte-voix des populations qui sont sujettes et soumises à des crises durables. En clair, il s'agit pour l'Association des communes camerounaises de redonner du sourire à ceux qui l'ont brusquement perdu au sein des collectivités territoriales décentralisées. Retour sur le plateau avec notre invité de ce dimanche. Alors, Jacques, votre programme mise fortement sur la numérisation de l'ensemble, évidemment, des procédures, de toutes les actions qui seront menées dans le pays. L'autre problème, c'est comment comblez-vous le fossé numérique entre zones rurales et zones urbaines? Parce que vous savez effectivement qu'en ce moment, l'arrière-pays, même en termes de fourniture en énergie électrique, c'est un problème crucial, à plus forte raison en termes de fibre optique et de tout ce qui est connexion Internet. Comment vous faites pour déjà rattraper cet écart, mais en plus l'optimiser? Oui, première chose, pour ce qui est du côté numérique et accès à Internet, l'État va signer des partenariats avec les compagnies téléphoniques et Starlink au début. Parce que Starlink, oui, il y aura un partenariat avec Starlink au début. Vous savez qu'en ce moment, Starlink et les pouvoirs publics... Justement. Là, malheureusement, ils sont les seuls à offrir une technologie qui est assez efficace. D'accord. Je dis au début, parce qu'il y a des questions de souveraineté aussi. Exact, et même de sécurité. Et de sécurité. Au début, parce qu'on n'a pas autre chose, ce partenariat sera avec les compagnies téléphoniques et Starlink pour nous assurer qu'il y ait une couverture nationale du point de vue d'accès à Internet. À terme, je mettrai sur pied ce que j'appelle les entreprises populaires. Une entreprise populaire qui sera chargée de remplacer Starlink pour ramener la souveraineté, le contrôle de nos données au Cameroun à travers le peuple lui-même. Avant de d'entrer dans les détails, entreprise populaire, c'est quoi? Oui, ce sont des entreprises d'un type nouveau que je mettrai sur pied comme président de la République. Elles seront de droit mixte. Dans leur gestion et leur financement, elles fonctionneront comme les entreprises privées, mais elles auront un statut spécial dans la Constitution qui les obligera à donner suite aux requêtes du président de la République. Donc elles auront pour rôle de remplir certaines missions publiques dans les secteurs où l'État se retire. Parce qu'en réalité, on va en reparler peut-être tout à l'heure, l'État n'a pas les moyens d'être partout. Bien sûr. Il faudra donc qu'il se recentre. Je propose que l'État se recentre dans un certain nombre de secteurs. 5 secteurs, l'éducation, le social, la justice, la sécurité, la défense. Et les autres secteurs sont rentables en réalité. Donc l'État sera présent de manière indirecte, mais à travers les entreprises populaires. On en reparlera peut-être plus en détail. Donc pour revenir au fossé digital, dont je le comblerai très rapidement. Maintenant, il y a un problème d'énergie dont vous avez parlé. Là également, Eneo sera transformé en entreprise populaire pour accélérer les investissements. Et on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais entre-temps, l'État pourra signer des partenariats pour des kits solaires, pour que les gens puissent se recharger et recharger leur téléphone avec les systèmes solaires. Donc ça, c'est un peu... en attendant que tout cela soit mis en place. Vous savez, une grande partie peut être mise en place très rapidement. L'engagement avec l'État
entre l'État et les compagnies de téléphonie ou Starlink, ça peut être très rapide parce que l'État est un acteur crédible économiquement. Donc, je crois que c'est une aubaine pour ces compagnies. Donc, l'État fera en sorte que ces compagnies puissent donner des téléphones à ceux qui n'en ont pas ou n'ont pas les moyens de les avoir. Et l'État va, bien sûr, les payer, mais récupérer l'argent auprès des populations qui ont les moyens de rembourser à travers une application téléphonique que j'appelle fichier unique, qui permettra à l'État justement de faire toutes sortes de transactions avec les particuliers. Voilà un peu comment je vois les choses. Ça peut être mis très rapidement. Maintenant, tout ce qui est solaire, là également, les partenariats sont possibles, où l'État peut permettre aux zones rurales d'avoir accès à des petits kits solaires qui leur permettent au moins de recharger leur téléphone. Et là également, je crois que les partenariats avec des compagnies sont possibles, où l'État les paye pour qu'elles fournissent ces kits solaires aux populations. Ensuite, l'État peut récupérer l'argent à travers ce fichier unique dont je vous ai parlé. Maintenant, du point de vue du coût de l'accès aux données, l'accès à Internet, ces partenariats avec les compagnies de téléphonie et Starlink seront tels que l'accès au système de l'État, au système informatique de l'État, sera gratuit pour tout le monde. Parce que c'est plus simple. Parce que chacun de voir que vous ayez du crédit ou non, vous devez pouvoir avoir accès au système de l'État. Oui, au système de l'État. Pas pour tous les systèmes. Pas pour tous les sites Internet. Le fichier unique dont je parle, c'est une application, peut-être je vais trouver un autre nom. D'accord. Je n'ai pas été très inspiré, je l'avoue. C'est juste une application où tout le monde peut accéder à tous les instruments, à tous les sites Internet de l'État. Tous les services offerts. Tous les services de l'État. Par les pouvoirs publics. Voilà, par les pouvoirs publics, mais de manière gratuite. Que vous ayez le crédit Internet ou pas. Parce que c'est l'État qui va les prendre en charge. Donc là, dans ces services publics, vous aurez tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne les marchés financiers et tout ce qui concerne vos opérations habituelles avec l'État. D'accord. Votre programme, vous l'avez baptisé Cameroun avec K. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réappropriation? Cameroun K, c'est bien le Cameroun d'avant, de la période de l'UPC. Est-ce que vous n'interrogez pas l'histoire, le linguistique dans votre démarche politique? Est-ce que ce n'est pas une forme de, comme dit ça en droit, quand on dit vous copier... plagiat ou quelque chose? Une forme de plagiat, non. Sans être péjoratif. Non, il faut que les Camerounais comprennent une chose. Les pères de notre indépendance écrivaient Cameroun avec K pour une raison très simple. Cette orthographe permettait de réunifier symboliquement le pays en écrivant son nom de la même manière, que ce soit en anglais ou en français. L'orthographe actuelle que nous avons est différente selon que vous écrivez Cameroun en anglais ou en français. Et donc, symboliquement, c'est une source de division. Et les pères de notre indépendance, justement, voulaient que déjà l'orthographe du Cameroun permette de rappeler l'unité nationale, que ce soit en anglais ou en français. C'est un symbole extrêmement important. Et je vais le réhabiliter et le ressusciter. Et le nom de notre pays s'écrira désormais avec K-A-M-E-R-U-N, avec moi comme président de la République. Cela dit, comment on finance tout cela, toutes vos réformes? Qu'est-ce que ça va coûter aux citoyens, aux contribuables camerounais? Y aura-t-il de nouveaux impôts? Évidemment, la vie est déjà suffisamment chère en ce moment. Ne le serait-elle pas encore plus sous votre présidence? Non, justement, je finance toutes ces réformes de deux manières. Un, en ramenant l'État vers les 5 secteurs dont je vous ai parlé. Éducation et recherche, social, on va parler peut-être du social tout à l'heure, sécurité, justice et défense. Donc 5 secteurs. Tous les autres secteurs qui peuvent rapporter directement de l'argent seront gérés par les entreprises populaires. Prenons par exemple les routes. Les routes peuvent rapporter de l'argent avec les péages. Donc ce que je ferai, c'est que je demanderai au peuple de prendre en charge la construction et la gestion des routes. Donc le peuple pourra mobiliser, les entreprises populaires pourront mobiliser les ressources pour justement construire toutes ces routes. Et le peuple restera l'actionnaire de la compagnie qui gère ces routes. En fait, j'en créerai deux.
la Société nationale des routes du Cameroun et Autoroutes et Rails d'Afrique. La Société nationale des routes du Cameroun s'occupera des routes nationales que nous avons, et Autoroutes et Rails d'Afrique s'occupera des autoroutes et des lignes de chemin de fer pour relier le pays au reste de l'Afrique. Donc ce seront des entreprises rentables, parce que tout ça rapporte de l'argent directement, et l'État n'aura plus besoin d'y être. Donc les ressources que l'État déjà aura économisées en se retirant des autres secteurs permettront de mieux gérer toutes ces réformes. Je mettrai également sur pied, en fait, un système d'imposition qui est très simple. Celui que nous avons maintenant, il est très compliqué. Et je dirais même injuste d'un point de vue économique. Parce que l'État vous taxe sur tous vos revenus. C'est-à-dire que si vous recevez 100 francs, même si 80 de ces 100 francs sont pour les enfants, l'État va vous taxer sur ces 80 également, alors que c'est l'argent des enfants. Ce que je propose, c'est que quand vous recevez 100 francs et vous dépensez 90, y compris pour vos enfants ou l'achat des actions dans les entreprises populaires par exemple, l'État ne vous taxe que sur la différence, c'est-à-dire ce qui reste, ce que vous n'avez pas dépensé. Et voilà le système que j'introduirai. Et celui-là, il est très efficace parce que déjà, il est juste, parce qu'il est assis uniquement sur la partie que vous n'avez pas dépensée. Et deuxièmement, il permet de toucher tout le monde, parce que le système de taxation sera électronique et se passera automatiquement à travers l'application dont je parle, le fichier unique, où toutes les transactions pourront se faire. Donc voilà un peu comment l'État va financer toutes ces réformes en se retirant, en réduisant sa présence dans les secteurs clés et en ayant un système de taxation qui est relativement simple et pour moi, je pense, très très rentable parce qu'il implique tout le monde. Alors, vous proposez dans votre programme une gouvernance à travers des décrets spéciaux, entre autres. Ne serait-ce pas là une forme de, je ne veux pas dire de dictature, mais je veux dire que ça vous permettrait-il pas de reprendre en main tous les pouvoirs et de vous octroyer un certain nombre de pouvoirs qui vous permettraient d'avoir une mainmise sur la gouvernance globale du pays, indépendamment des autres institutions qui devraient ne pas forcément être je veux dire, dans la même ligne que le pouvoir exécutif? Non, pas du tout. Les décrets spéciaux dont je parle sont confinés à des situations imprévues. Ok. Vous avez, quand vous regardez ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis, la crise du 11 septembre, les attentats du 11 septembre, il y a certains services secrets ou certains policiers, en tout cas membres des forces de l'ordre, qui avaient des informations et qui se posaient des questions sur ces terroristes du 11 septembre. En gros, ils ont dit à leurs supérieurs, d'après les enquêtes qu'il y a eu après, ils ont dit à leurs supérieurs qu'il y a des gens qui sont en train de s'entraîner dans nos écoles de formation de pilotes, mais qui ne veulent pas apprendre comment on décolle ou comment on atterrit. Il y avait déjà cette suspicion-là. Mais malheureusement, personne n'a pris ça au sérieux. C'est un indice. Normalement, une telle information aurait dû remonter jusqu'au président de la République, qui pouvait, par exemple, dans ce cas, prendre un décret spécial pour mettre ces gens sous surveillance étroite et peut-être même leur imposer une certaine restriction de liberté. Vous ne pouvez pas faire ça tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'arbitraire? Je veux dire, quelle serait l'unité de mesure? Personne n'aurait imaginé un tel scénario, évidemment, aux États-Unis. Quelle serait l'unité de mesure qui vous dirait que celui-là, son comportement, ses attitudes menacent la sécurité intérieure? Ces décrets ne pourront être pris que par le président de la République et vraiment dans des circonstances exceptionnelles et inattendues. Vous savez, je crois que la responsabilité du président de la République, c'est une responsabilité où les choses ne sont pas carrées. Il faut que les Camerounais le comprennent. Ce n'est pas certain. Vous avez les services secrets qui vous donnent des rapports et vous ne savez pas quoi faire avec ces rapports souvent. Vous pouvez par exemple dire, OK, si vous êtes vraiment convaincu que telle personne est vraiment dangereuse, écoutez, je peux le faire pendant 1 mois ou 2 mois. Ça vous permettra de prendre toutes les mesures qui s'imposent, mais au bout de ce moment-là, vous devrez me convaincre que je dois les refaire. Parce que ce sont des décrets spéciaux qui n'auront de validité que pour 3 mois. 3 mois seulement, et le président devra les renouveler. Et pour les renouveler, il faudra vraiment qu'il ait de bonnes raisons de le faire. Parce que, n'oubliez pas, d'un point de vue politique aussi, c'est dangereux pour un président de la République de prendre de telles choses. N'oubliez pas que ce que je propose, c'est que le président n'ait plus le contrôle du processus électoral.
Donc, vous faites des choses comme cela, le peuple est au courant, et si vous en abusez, vous êtes sûr d'une chose. Quel que soit ce que vous faites ailleurs, on vous dégage. Mais comment c'est encadré? Quelles seraient vos limites? Quelle en serait l'étendue? Qui c'est le champ d'application de ces décrets spéciaux? Ça va concerner essentiellement les questions de sécurité. Okay. Et certaines crises graves, comme par exemple, comme on a vu pendant la Covid, on peut avoir vraiment des situations imprévues et vous n'avez pas le temps de débattre. Parce que la maladie se propage très très vite, ou que les terroristes sont beaucoup trop dangereux. Donc vous n'avez pas le temps de consulter les parlementaires, passer une nouvelle loi, et ainsi de suite. Parfois c'est très très dangereux. Et n'oubliez pas une chose, le Cameroun, avec moi comme président de la République, deviendra un État de droit. Donc ce n'est pas garanti que l'État va toujours gagner ces procès, contre qui que ce soit. Et je le dis vraiment, le plus honnêtement du monde. Nous avons un système où on est presque certain que chaque fois que vous allez en procès contre l'État, il peut manigancer ce qu'il veut et avoir le résultat qu'il veut. Avec moi comme président de la République, ce ne sera plus le cas. N'oubliez pas, je parle d'une Cour suprême qui devient de facto inamovible. C'est-à-dire que le président ne pourra plus, dont les membres ne pourront plus être destitués par le président de la République. Et donc, on aura un système judiciaire très fort. Et les standards en justice, comme nous le savons, sont très élevés. Vous pouvez avoir des gens dangereux, mais qui n'ont encore rien commis comme acte. Et les garder en détention risque d'être très difficile en justice de défendre. Et voilà d'ailleurs pourquoi, lorsque je pense le président Obama avait proposé d'envoyer certains détenus de Guantanamo en Europe, dans d'autres pays, ces pays ont refusé. Parce que, un, ils savaient que ces personnes étaient dangereuses, mais deux, ces pays savaient également que les mettre sur leur sol et les garder en détention serait extrêmement difficile. Voilà donc pourquoi je fais une sorte de... J'apporte un peu de flexibilité dans la gestion de ce genre de cas pour permettre justement aux services de sécurité et au président de la République de prendre leurs responsabilités à tout moment dans l'intérêt de la nation. D'accord. Votre projet prévoit la vacance temporaire pour des raisons médicales. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'abus? Vous parliez tout à l'heure de redonner à l'environnement, notamment sanitaire, toute sa compétence, toute sa place. Est-ce que ce ne serait pas également là, une autre opportunité de dérive pour tout le temps voir, pas que le président de la République que vous serez, mais qui c'est également les autres membres du gouvernement, tous ceux qui sont aux commandes du pouvoir, prendre l'avion et tout le temps laisser faire son à l'étranger? Théoriquement, ce que vous dites peut arriver, en théorie. Mais dans la pratique, généralement, quand quelqu'un prend le pouvoir, c'est pour l'exercer. Bien sûr. Vraiment, laisser quelqu'un d'autre l'exercer dans le cadre d'une vacance présidentielle est dans la pratique, pour moi, insensé, même impossible. Mais ceci dit, l'idée ici, c'est de dire à tous les Camerounais que le président de la République est un être humain comme tout le monde. Bien sûr. Il peut tomber malade. Il peut avoir une opération chirurgicale et il est sous anesthésie. Et s'il est sous anesthésie, il n'est plus président de la République pendant les heures d'anesthésie. Donc il faudrait donc que le pays ne vacille pas et que quelqu'un ait la charge suprême de l'État. Et là, je propose justement que ce soit le président de la Cour suprême, en tout cas au début. Donc c'est pour démystifier cette affaire. Maintenant, il n'y aura pas de limite en tant que telle. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y aura des abus parce que déjà, ça implique les médecins, parce que c'est une vacance temporaire pour raison médicale. Okay. Donc ce sont les médecins qui vont guider un peu les autorités publiques compétentes, dans ce cas le président de la République par intérim, et bien sûr les autres membres du gouvernement. Voilà, je crois que c'est encadré, et je ne pense pas qu'un médecin va manipuler cet article. Mais pourquoi l'intérim assuré par la Cour suprême, le président de la Cour suprême? Je veux dire... dans votre loi fondamentale changée, parce que là, par exemple, on a le Premier ministre, on a le président du Conseil constitutionnel, et il y a surtout le président du Sénat, en cas de vacances, temporaires ou définitives, qui assurerait, en cas de vacances définitives, qui assurerait l'intérim. Vous prévoyez que ce soit le président de la Cour suprême? Oui, parce que je veux éviter la situation de la Côte d'Ivoire. Ok. À la mort du président Houphouët-Boigny, c'est un homme politique qui lui a succédé. Et généralement, ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'un homme politique s'assoit sur cette chaise, il veut tirer la couverture de son côté. Parfois même en faisant courir des risques inutiles à la nation.
L'idée ici, je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, l'essentiel, c'est d'instaurer la sérénité politique. Bien sûr. Pas la stabilité politique, mais la sérénité politique. Vous considérez que nous sommes stables politiquement en ce moment? Oui, parce que c'est le même régime qui est là depuis combien? 42 ans, je dirais même 65 ans. Donc c'est stable. Okay. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sérénité. Parce qu'il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des choses qui sont, des actes qui sont réprimés. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait donc que nous ayons une autorité publique contrôlée par le peuple, ici ce sera la Cour suprême, qui va nous permettre d'avoir cette sérénité politique, de sorte que si par exemple la vacance temporaire du pouvoir présidentiel devient définitive, parce que le président peut mourir, si par exemple il est dans une situation médicale grave, il y a une vacance temporaire d'abord, ensuite, s'il venait à mourir, donc là, le président de la Cour suprême continue seulement l'intérim et organise les nouvelles élections. Et là, tous les hommes politiques se préparent. Et aucun d'entre eux n'aura un avantage particulier sur les autres. Et il n'y aura pas cette tentative de manipuler les institutions pour un profit personnel. Vous parlez de vacances temporaires. Quelle en est la limite? Il n'y en aura pas, essentiellement, il n'y en aura pas. Parce que ça dépendra du médecin. Imaginons par exemple que le président, dans l'exercice de ses fonctions, est attaqué. Par exemple, un coup de fusil. On prend un coup de fusil. Et son opération chirurgicale dure des heures, peut-être même des jours, et qu'il soit obligé d'être alité pendant des mois. Est-ce vraiment sa faute? Pourquoi mettre la limite? Pourquoi l'enlever alors qu'il est victime d'un attentat dans le cadre de ses fonctions? Pourquoi le maintenir alors qu'il est invalide pendant plusieurs mois, ou qui c'est peut-être plusieurs années? Non, quand vous dites invalide, en réalité, c'est quoi? C'est le médecin qui doit le dire. Oui, mais... Okay. Donc, non, les autorités, l'autorité qui assure l'intérim, c'est-à-dire, par exemple, dans ce cas, le président de la Cour suprême, sera en consultation permanente avec le médecin traitant. D'accord. Si le médecin traitant lui dit qu'il n'y a pas de chance qu'il récupère et qu'il recouvre toutes ses facultés, là, en consultation avec les membres du gouvernement, le président de la Cour suprême prend acte de cela et la Cour suprême constate la vacance définitive de la fonction présidentielle. Mais parce que ça, c'est important de nous assurer que c'est le médecin qui va guider les actes du gouvernement du président de la République par intérim et du gouvernement. Et qu'est-ce qui encadre l'intérim auprès du président de la Cour suprême? Comment vous assurez que lui n'en profiterait pas pour définitivement rester à ce poste de président? Impossible. Comment cela? Parce que la Cour suprême, dans la nouvelle constitution que j'introduirai, les juges de la Cour suprême ne pourront ni voter, ni être candidats à quelque élection que ce soit. Okay. En tant que président de la République par intérim, il y aura des restrictions sur son travail. Il se limitera à l'expédition des affaires courantes. Il ne pourra pas faire de mouvement dans le gouvernement, donc il ne pourra pas changer les ministres. Il ne pourra pas faire de mouvement dans le corps des forces armées, la gendarmerie ou la police. Il ne pourra pas organiser d'élections qui ne soient pas présidentielles. Tous les autres mandats seront prorogés le cas échéant. Et, chose importante, il ne pourra pas organiser ses réunions au palais présidentiel. Il ne pourra pas entrer au palais présidentiel. Il sera informellement interdit. Et il n'aura pas de salaire pour cette fonction. Parce que le président de la Cour suprême, il a son salaire de président de la Cour suprême. Donc l'idée ici, c'est de rendre cette fonction justement indésirable. Quel est le mécanisme qui met fin à l'intérim? Je veux dire, quelqu'un peut s'asseoir là et puis il décide qu'il est tellement à l'aise que l'intérim demeure indéfiniment, si tant il est que la Constitution le limite, ou qui c'est peut-être par un tour de baguette, comme on le voit assez souvent, il la change. Non, il ne peut pas justement, il ne peut pas organiser des référendums qui ne soient pas constitués. Il y a des restrictions. Et là, n'oubliez pas, c'est qu'il n'a pas de salaire, il n'a pas d'immunité sur les actes qu'il pose. Okay. Donc, et n'oubliez pas que les juges de la Cour suprême ne seront pas au-dessus des lois. Quelqu'un pourra facilement porter plainte contre eux pour violation de la Constitution, violation de la loi. Et là, c'est un jury populaire qui va les juger. Ils pourront être destitués si jamais ils sont condamnés et aller en prison. Donc, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et c'est un poste en réalité qui est dangereux, qui n'apporte rien. Parce qu'il n'a pas de salaire. Être président de la République? Ah, président par intérim, d'accord. Ça n'apporte rien. Ça ne vous apporte que des problèmes. Parce que vous n'avez pas d'immunité, vous n'avez pas le pouvoir du président de la République, vous n'entrez pas au palais, vous gardez votre propre salaire. En fait, c'est du travail supplémentaire. Et l'idée ici, justement, c'est de rendre cette fonction indésirable. Ah. Oui, c'est de rendre expédier les affaires courantes et organiser les élections le plus vite possible. Et s'en débarrasser. C'est ça l'idée, en fait.
Prenons le troisième reportage de cette semaine, tel que vécu et vu par les journalistes de STV. Yam Timba sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun. Lors de la cérémonie de sa présentation officielle aux militants et au public, il a déroulé ses ambitions en tant que candidat. Le premier de tous les défis, c'est de m'assurer que les Camerounais soient réconciliés et unis et qu'ils créent leur État. Parce que l'État que nous avons été créé par les Français en avril 1957, pas par nous. La deuxième chose, immédiatement après la prise de pouvoir, ce sera de créer notre monnaie. Nous devons avoir notre monnaie pour pouvoir construire notre puissance économique et pour pouvoir naturellement consolider notre souveraineté. L'homme politique est pour une réforme de certaines institutions camerounaises afin d'améliorer la gouvernance dans le pays. Il doit y avoir nécessairement dans notre pays un changement total et profond et une réorientation complète des débats qui ne doivent plus, et des actions qui ne doivent plus seulement porter sur du juridisme, mais qui doivent être des éléments concrets. Aussi, suivant les idéaux de l'UPC, il compte fédérer les Camerounais autour d'une seule et même vision. Qui peuvent être sûrs de l'honnêteté, de l'intégrité et de la détermination de l'UPC à lutter pour qu'ils sortent de la misère, pour que leur pays soit souverain, pour qu'ils aient enfin une indépendance pleine et entière, et surtout pour qu'on puisse construire une vraie économie, une vraie production industrielle, et que nous puissions arriver à donner à tout le monde un emploi, pour que nous puissions aujourd'hui, par exemple, augmenter les salaires de 100% pour assurer le pouvoir d'achat de tout le monde, pour que nous puissions fonder notre pays sur la démocratie économique qui consiste à satisfaire les besoins de tout le monde. La cérémonie de présentation s'est déroulée en présence de plusieurs visages politiques connus ainsi que de la société civile. Je rappelle que Jacques Boga Akbe est l'invité de ce dimanche. Il est candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Avec lui, on essaie de dérouler sa vision du Cameroun. Vous êtes électeur certainement, mais plus globalement citoyen. Vous en jugerez par vous-même. Jacques Boga, vous proposez un plan de travail présidentiel publié chaque année. Comment garantir sa mise en œuvre effective? Et quel en est l'intérêt? Vous voulez montrer que vous travaillez, je veux dire, le président s'est réveillé lundi à 6 h, il s'est brossé les dents à 8 h, il était au bureau. Schématiquement, ça renvoie à quoi? Non, ce n'est pas cela. En réalité, le plan de travail présidentiel sera un document stratégique que le président élaborera lui-même avec son gouvernement. Ce document stratégique devra fixer ses objectifs dans certains domaines spécifiques, par exemple, amélioration des revenus, éducation, lutte contre la pauvreté, ainsi de suite. Et ces objectifs stratégiques devront s'étaler sur les 14 ans suivant sa première prise de fonction, sa première prestation de serment, et il y aura des repères intermédiaires tous les 6 mois. D'accord. Et ces repères seront également quantitatifs. Par exemple, le nombre d'écoles, s'il avait ses objectifs, ainsi de suite. Et il y aura une agence de suivi du plan de travail présidentiel qui va publier les rapports tous les 6 mois et dire si le président et son gouvernement sont en train d'atteindre leurs objectifs tous les 6 mois. L'idée ici, c'est quoi? C'est d'introduire la lisibilité dans les politiques publiques. Je vous ai parlé tout à l'heure, je crois que c'était le 4e pilier de la croissance. Il faut que les politiques publiques, et surtout les politiques macroéconomiques, soient vraiment lisibles, que les gens sachent où on va. 2, ça va recentrer le débat sur l'action du président de la République. Parce que tous les 6 mois, le rapport sera publié et le gouvernement et les hommes politiques devront répondre, discuter de cela. Et ça va un peu enlever les considérations comme le tribalisme et tout le reste du débat public. C'est ça le but également. Et 3, ça mettra une pression terrible sur le président de la République lui-même. Parce que ce sont ses propres objectifs qu'il devra atteindre, ainsi que ceux de son gouvernement. Mais je veux dire tout le temps pression sur le président de la République. Vous voulez rendre déplaisant cette fonction-là? Déplaisante? Non, je veux qu'il devienne efficace. On a 65 ans, regardez le bilan. C'est une catastrophe. Je ne pense pas qu'on en est arrivé là parce que les gens étaient vraiment incompétents sur le plan technique. On est arrivé à cet endroit parce qu'il n'y avait aucune pression sur les dirigeants. Donc il y aura une pression déjà de l'élection parce qu'ils ne contrôleront plus. Le gouvernement ne contrôlera plus le processus électoral. Ça, c'est une première source de pression. La deuxième source de pression sera le plan de travail présidentiel. D'accord. Après l'élection, le peuple va vous juger tous les 6 mois.
Et vous prévoyez également une rencontre radio-télévisée Oui, absolument. mensuelle. Justement. Parce que j'estime que parler à un journaliste en tant que président de la République et parler au peuple, ce n'est pas la même chose. OK. Je pense que c'est une source de pression supplémentaire pour le président. S'il sait que le mois dernier, j'ai promis à M. X, à M. Dipita, ou peut-être vous en tant que journaliste, à M. Mamadou, à M. Mohamed, que je vais construire 3 écoles dans son département au nord, si le mois d'après, Mohamedou ne voit pas ces écoles en train d'être construites, vous aurez beaucoup de mal à lui expliquer cela. Bien sûr. Oui, donc c'est une source de pression supplémentaire pour le président de la République. Et ça le maintient en permanence au travail. Je vous ai parlé tout à l'heure du 3e trait d'un leader, le sens des résultats. OK. Ça va le pousser à produire des résultats et ses ministres également à produire des résultats. Vous parlez également d'un droit de veto présidentiel sur les lois que vous envisagez à implémenter. En quoi est-ce que cela consiste-t-il? Vous savez, dans le nouveau système institutionnel que j'introduirai comme président de la République, le président n'aura plus le contrôle des élections et il pourra donc perdre. Est-ce que le président a le contrôle des élections? Oui, bien sûr. Et les cas? Bien sûr. Qui les nomme? Regardez, écoutez, peut-être sur papier, ils sont indépendants. Mais dans la pratique, demandez à tous les hommes politiques. Donc vous ne nommerez pas les membres de l'organe qui organiserait les élections sous votre magistère? Non, ce sont les membres, les juges de la Cour suprême. Qui les nomment? Non, Okay. mais ils devront être approuvés par le peuple pour leur avoir une légitimité populaire. Et surtout, ils ne pourront plus être limogés par le président de la République. OK. Oui, ça c'est crucial. Je pense que le système dont nous parlons, le président n'aura plus le contrôle des élections et pourra donc perdre la majorité au Parlement. D'accord. Ça pourra arriver, ça c'est une réalité. Hein. Et je ne veux pas qu'on se retrouve comme ce qu'on a vu aux États-Unis. Où ils appellent lame duck president, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a perdu le Parlement, on le ridiculise. Parce qu'aucune de ces lois ne passe. N'oubliez pas. Il y a une forme de blocage. Il y a une forme de blocage. Le président a un plan de travail présidentiel à mettre à exécution. Et il doit pouvoir le mettre à tout moment. Voilà pourquoi j'introduirai non seulement ce droit de veto, qui poussera le Parlement à négocier avec le président, quel que soit le cas de figure, mais j'introduirai également les lois référendaires. Avec la numérisation, le vote pourra se faire de manière électronique. S'il y a vraiment blocage entre le président et le Parlement, tout ce que le président fera, c'est d'aller consulter le peuple, souvent lui-même, de manière électronique, et expliquer, voici ce que je veux faire. Malheureusement, je n'ai pas le soutien du Parlement. Passez cette loi. Donc, le président aura ces 2 outils. Est-ce qu'il n'y aura pas une forme de vouloir passer à tout prix, une fois que vous serez président? Dès que vous avez une opposition d'une chambre consultative, vous allez faire référence au peuple. Est-ce que ce mécanisme-là n'est pas pour vous conforter et donner l'impression que vous voulez absolument avoir tous les pouvoirs tous les pouvoirs pour implémenter votre politique? Non, pas vraiment. Ici, le principal but, c'est de permettre au président de la République de mettre en œuvre le plan de travail présidentiel. D'accord. C'est un document clé de la gestion des politiques publiques au Cameroun. Ce sera un document clé. Et le président, avec son gouvernement, en sera le seul responsable. Il ne faudrait pas qu'il vienne dire plus tard « Oh, le Parlement m'a bloqué, voilà pourquoi je n'ai pas eu de bons résultats ». Non. La Constitution lui donnera tous les outils dont il a besoin pour mettre en œuvre le plan de travail présidentiel, même s'il perd la majorité au Parlement. D'accord. Il a le veto et il a les lois référendaires. Alors le peuple lui dira, si jamais il utilise un tel argument, il dira « Non, monsieur le président, vous aviez ces outils, vous n'avez aucune excuse ». Voilà. Alors, on va prendre le dernier reportage et puis on va revenir, puisqu'on a pratiquement dit l'essentiel de votre projet, programme que vous proposez. On va revenir à la dizaine de minutes qui va nous rester sur quelques sujets et faits de l'actualité pour avoir votre avis et vos commentaires. Reportage. Après Pauline Irène-Guéné, ministre des Affaires sociales, Marie-Thérèse Abena Ondoa, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, à la tête d'une délégation, a rendu visite à la famille du jeune Matisse. Elles sont accueillies par le chef de famille. Interdit de filmer les parents et le reste de la famille, consigne donnée à la presse. Juste quelques images des échanges entre l'hôte et les visiteurs. L'ambiance est lourde. Vous voyez les mamans devant vous, les mamans qui sont venues partager la peine de cette famille pour présenter les condoléances du gouvernement, du président de la République face à un drame comme celui-ci.
Et nous prions pour que l'Éternel puisse donner aux parents, à toute la famille, la force de traverser cette dure épreuve. Pour l'heure, la procédure suit son cours normal entre police et parquet. L'avocat de la famille de Mathis n'en dit pas plus. La justice a été saisie. La procédure suit son cours normal. Nous avons foi à la justice camerounaise. Les magistrats font leur travail et nous, les avocats, nous faisons notre boulot. Je vous remercie. Dagobert nous a commencé à s'exprimer, on disait qu'il ne parle pas du tout depuis le début. À ce stade, on peut dire quoi que ce soit. Je vous ai dit que la procédure suit son cours normal. Près de 2 semaines après le meurtre du jeune Mathis, 6 ans, au quartier Ngwaikele, un curieux mutisme sous fond de tension demeure autour des circonstances du drame et le déroulement de l'affaire. Parlons donc de ces quelques faits. Hein. Jacques Bouga, êtes-vous confiant en ce moment en l'institution qui organise les élections présidentielles? En d'autres termes, êtes-vous pour une autre réforme du système électoral avant cette élection présidentielle ou accepterez-vous d'y aller malgré ce système électoral que beaucoup de partis politiques, d'ailleurs, il est quand même à faire un certain nombre d'amendements. Des partis donc ont noté un certain nombre de dysfonctionnements. Oui, vous avez tout à fait raison de soulever ce problème important. Je vous ai parlé tout à l'heure de la nécessité de maintenir une certaine sérénité politique dans notre monde. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'ECAM ne contribue pas à cette sérénité politique. Prenons l'exemple simple de la publication des listes électorales. Okay. Normalement, c'est quelque chose de banal. Ça n'a rien de spécial. C'est vrai que chacun peut vérifier s'il est sur les listes électorales. Moi, j'ai pu vérifier, j'y suis. Chacun peut vérifier. Mais on aimerait aussi avoir une vue d'ensemble des électeurs. Il n'y a aucune honte à le faire. Et vraiment, avoir toute cette dispute inutile sur ce point me paraît vraiment triste. Et pour moi, ça n'apporte pas la sérénité. Il y a quelque chose aussi qui me choque. C'est que on dit qu'il y a quand même maintenant plus de 8 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, sur les 30 millions. Mais le Sénégal avait 7,5 millions de personnes inscrites. Et le Sénégal, c'est presque la moitié de la population du Cameroun. Comment se fait-il que nous en soyons encore à 8 millions malgré tous les efforts? Donc vous contestez ces chiffres? Je demande tout simplement vous en doutez à nos compatriotes, et j'insiste là sur le fait que ce sont d'abord nos compatriotes de l'ECAM, de rassurer tous les Camerounais. Rassurez-nous tous en publiant la liste que vous avez, que chacun voit où nous en sommes en termes de nombre. Ça va déjà pousser les Camerounais à aller s'inscrire aussi, massivement, parce qu'on a encore le temps. Ils veulent s'inscrire, mais beaucoup veulent s'inscrire, mais il y a une sorte de doute, un peu comme vous soulevez là, sur ce processus. Je pense qu'il y a des raisons de douter, il y a des raisons de craindre des fraudes massives, mais je pense que malgré cela, si le peuple se mobilise, en allant chercher la carte électorale, et 2, en allant voter, et 3, en formant des comités de surveillance des bureaux de vote, je pense qu'on peut limiter l'impact de la fraude qui pourrait être en train de se préparer. Parce que n'oubliez pas, le gagnant lors de la dernière élection de 2018 n'avait que 2,5 millions de voix. C'est-à-dire malgré la fraude, on n'était qu'à 2,5 millions de voix pour le gagnant. Et donc, ce qui veut dire que même si on a 8 millions maintenant, il y a encore une marge. Et si, d'ici l'élection, en tout cas avant la convocation du corps électoral, le peuple se mobilise, on pourrait même atteindre les 15 millions. Et là, je pense que la donne va changer. Et la peur va changer de camp. Je pense que le peuple, malgré tous ces risques, j'irai aux élections et je ferai campagne et demanderai au peuple d'essayer. Parce que moi, c'est-à-dire baisser les bras avant le début du match, déclarer forfait avant le début du match, et même refuser d'aller au stade, nous met dans une situation très très difficile. Parce que vous ne pourrez plus contester quoi que ce soit si vous n'allez pas au stade. Vous ne pouvez pas dire que l'équipe adverse a triché. Vous n'êtes pas allé au stade. Allons d'abord au stade, jouons le match, et maintenant, on verra, à la fin du match, on verra au cours du match, si l'adversaire est en train de tricher. J'ai des doutes, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Mais je pense que la meilleure stratégie pour le peuple, c'est d'aller au stade, jouer le match,
et voir ce que l'adversaire fait. Cela dit, est-ce qu'en tant que candidat déclaré, vous-même vous réunissez les conditions exigées par la loi pour que votre candidature soit retenue? Avez-vous, par exemple, des élus, ou alors comptez-vous être candidat indépendant pour, à travers les 300 signatures requises qu'il faut aller chercher dans les 10 régions du pays? Oui, je suis en négociation pour ces deux options. Il y a l'option de candidature indépendante, qui est possible, et l'option de candidature à travers un parti politique. Donc je suis en train d'explorer les deux options et je suis en négociation avancée avec des partenaires. Donc pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose, mais je compte être candidat à cette élection, soit indépendant, soit à travers un parti politique. On va peut-être finir par là sur cette polémique autour de la candidature, ou alors de la possibilité par le MRC de proposer un candidat à l'élection présidentielle prochaine, notamment son président Maurice Kamto. Vous, quel est votre avis là-dessus au regard de toutes les contorsions juridiques qui pilulent sur l'espace public? Honnêtement, je trouve cela triste. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de mettre sur pied les conditions d'une sérénité politique. Et je reviens sur cela. D'accord. Et comme vous dites vous-même, toutes ces contorsions juridiques sur la possibilité d'un Camerounais d'être candidat n'apportent pas pour moi la sérénité. Et je trouve cela triste, au-delà même des questions techniques, juridiques. Voilà pourquoi dans mon projet de société, je propose qu'en réalité, qu'on enlève tous ces systèmes-là, toutes ces possibilités-là, de sorte à permettre au peuple de garder le contrôle de qui peut être candidat. Donc dans mon projet de société, j'introduirai la présélection des candidats. C'est-à-dire quoi? Ce sera une phase où le Camerounais qui remplissent vraiment les conditions minimales, droits civiques, vraiment pas grand-chose, pourront postuler pour participer au scrutin de présélection. Et tout se fera en ligne. La Cour suprême va organiser au moins 3 débats, 1, 2, 3. Et au bout du 3e débat, le peuple pourra voter électroniquement. Ceux qui auront plus de 5% seront retenus pour être candidats. Donc c'est le peuple qui va décider qui est candidat. Et ces personnes-là auront une allocation budgétaire qui leur permettra de faire campagne normalement. Les autres pourront toujours participer, mais ils devront prouver à la Cour suprême qu'ils ont les moyens de faire campagne sérieusement. Voilà un peu les réformes que j'introduirai. Je trouve tout ça vraiment triste et ça ne va pas dans le sens de la sérénité. Normalement, nous aurions dû être en train de débattre sur les projets de société, pas sur ces questions-là. Jacques Boga Argbé, merci. Merci à vous. Et d'être venu d'abord vous présenter à nos téléspectateurs, mais davantage faire connaître la proposition que vous leur faites dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Okay. Merci à vous, merci aux téléspectateurs. Une seule chose, s'il vous plaît, ne vous découragez pas et n'ayez pas peur. Nous pouvons changer notre pays de manière pacifique en nous mobilisant. Si nous atteignons l'objectif de 15 millions d'électeurs le jour du vote en octobre, croyez-moi, quelles que soient les tentatives de fraude, le peuple va gagner. Donc ne vous découragez pas. Fin de cette édition de Face à l'actu. Bonsoir et à dimanche prochain. N'oubliez pas, demain c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine.